Bonjour Sonia. Bonjour Christophe. Bon, et ben Christophe, tout le monde te connaît déjà évidemment, mais au cas où, est-ce que tu peux juste rappeler un peu qui tu es et ce que tu fais? Alors, je suis guitariste depuis l'âge de 13 ans et j'en ai maintenant 84 et je fais Ça super commence jeune. mal. Ah oui, ça commence mal. Non, ça fait, tu vois, ça fait 40 ans que je joue de la guitare à peu près. J'ai commencé, c'est assez, on commence un petit peu tous de la même façon, donc avec beaucoup de choses locales, commencer à se faire des plans à droite à gauche, puis petit à petit, avec le fait de rencontrer de plus en plus de musiciens, ça a d'abord été très national. J'ai commencé à rencontrer pas mal de musiciens. Et puis c'est vrai qu'on était une génération où il y avait peu finalement de guitaristes qui étaient un petit peu branchés par tout ce côté un peu instrumental, virtuose, etc. Et donc, c'est comme ça petit à petit que je me suis fait aussi une notoriété et puis un petit carnet d'adresses, entre guillemets. Donc actuellement, je suis guitariste dans un groupe qui s'appelle Morgulbull, dans un autre projet qui s'appelle The Prize. J'enseigne, j'ai une carrière d'enseignant aussi depuis maintenant une trentaine d'années, donc à l'ETM à Genève, et puis je fais beaucoup de masterclass. Puis ma troisième activité, c'est de travailler avec des marques. Donc ça fait 22 ans que je travaille avec plusieurs sponsors non seulement qui me soutiennent, mais qui participent vraiment aussi au développement de mes projets, donc qui m'ont vachement aidé. Donc je ne sais pas si c'est intéressant de les nommer, mais Bah ouais, vas-y. Enfin, si donc, tu veux. le tout premier, vraiment le gros sponsor, le premier gros sponsor avec lequel j'ai travaillé, il est anglais justement, c'est Laney. C'est une marque d'ampli qui est installée à Birmingham et qui m'ont rencontré en 98 quand à un salon de la musique, en fait, ils avaient besoin d'un démonstrateur et j'avais déjà fait un petit peu ce job, donc ils m'ont proposé de le faire. Et ensuite, après ce salon, ils m'ont proposé de le faire bah, de, de façon de façon régulière et de devenir ambassadeur pour eux. Donc, je suis ambassadeur international pour eux. Il y a Vigée, Zoom, c'est tout arrivé en même temps, c'est à la même année, en 98. Et puis après, il y a d'autres marques avec lesquelles, là, il y a aussi un gros sponsor avec lequel je bosse, et qui est français, c'est Savarez, qui, qui donc fait des cordes et avec lesquels je participe au développement. Donc, c'est un boulot que j'aime beaucoup parce que c'est pas que le boulot de dire, tiens, je joue avec la meilleure guitare, tiens, avec le meilleur ampli. C'est vraiment de travailler avec la marque pour le développement des produits et donc pas le faire seulement pour moi, mais faire un développement de produit qui soit aussi le plus adapté à tous les musiciens. Et donc, c'est un job super intéressant. Donc, voilà un peu mes trois activités principales. Impressionnant. Ça fait ça. Euh, et du coup, question qui me passe par la tête comme ça, parce qu'on vient de la même ville et que voilà, tu parles d'un peu des débuts. Tu as commencé, parce qu'à l'époque, du coup, moi, j'étais pas née, je pense, j'étais peut-être en projet. Tu étais une enfant? Oui, je ne même pas. Ouais. 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 Tu as commencé par jouer sur Annecy à la base. C'était comment à l'époque le milieu annécien? Parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est vrai que même si c'est une petite ville, finalement, c'est assez dynamique niveau musique. Et il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de bons musiciens. Ouais. Il n'y a pas que toi, il y en a d'autres. Et, et du coup, c'était comment? C'était dynamique pareil à ce moment-là, quand tu as commencé? Ouais, c'était assez génial en fait parce que moi, quand j'ai commencé à 13 ans. Et en fait, il y avait une petite MJC. Moi, je suis du quartier de Novelle. Et il y avait la MJC de Novelle, en fait, qui avait une petite salle qui s'appelait le Mironton. C'était une toute petite salle dans laquelle jouaient tous les mercredis des groupes. Et en fait, il y avait une programmation et c'était pas du tout typé au niveau style. Tu pouvais avoir du jazz, la semaine suivante du hard rock, la semaine suivante du blues, etc. Et en fait, c'était un gars qui s'appelait Mermet qui tenait cette salle et cette programmation. Et en fait, vu que c'était pas loin de chez moi, j'y allais des fois, ma mère m'emmenait ou mon frère ou ma sœur m'emmenait et on voyait des concerts. Et en fait, ce qui est étonnant à Annecy, c'est que quasiment depuis les années 70, et peut-être même avant, parce que je crois que, bon, moi, j'étais pas né fatalement, mais dans les années 60, déjà, il y avait une vraie communauté musicale. Et en fait, il y a toujours eu non seulement un gros réservoir de musiciens, mais il y avait aussi plein de petites salles. Il y a eu le Mironton, il y a eu le Rockland, il y a eu un lieu qui s'appelait, mince, comment ça s'appelait, un lieu alternatif où il y avait punk et heavy metal un petit peu vers je sais pas si tu vois le grand carrefour de l'avenue de Genève. Ouais. En fait, quand tu descendais en face, il y avait une espèce de mini-zone industrielle et il y avait un garage dans lequel s'était installée une salle de concert. Et en gros, ce qui est génial, c'est que à cette période-là, il y avait quasiment tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis, donc 4 jours d'affilée, tu pouvais sortir et tu pouvais aller voir des concerts pour rien du tout. À l'époque, je me souviens, le prix correspondait à 5 francs.
Donc ce qui fait même pas 1 euro maintenant quand tu Ouais, bah ouais. ramènes ça à l'euro, quoi. Et, et il y avait une vraie communauté en plus qui n'était pas. Ce que j'aimais bien dans la communauté annécienne, c'est qu'il n'y avait pas vraiment comment on va dire, de racisme musical. C'est-à-dire que tu pouvais être pote avec les guitaristes de jazz, les guitaristes de blues. Il n'y avait pas tout ce côté vachement presque ségrégationniste qu'il y a souvent de la part des musiciens. Et de se Ouais. dire, lui, c'est un musicien de rock, c'est un musicien de blues, je m'en approche pas parce que moi, je suis un musicien de jazz, des trucs comme ça. Il n'y avait pas du tout ça. Et donc voilà, moi en fait j'ai la sensation d'avoir eu beaucoup de chance. Mais toi tu dois t'en rendre compte aussi parce que même ta génération, vous avez quand même été en contact avec très vite avec beaucoup de guitaristes, parce qu'il Mm. y a énormément de guitaristes à Annecy, et pas que d'ailleurs, hein, des bassistes, des batteurs, etc. Ouais, ouais, c'est Et vrai. j'ai l'impression que c'est un truc qui se poursuit. On a énormément de musiciens en fait à Annecy qui sont des musiciens internationaux, qui sont partis vivre à l'étranger, mais qui restent en contact. Enfin voilà, on a beaucoup de chance, je pense, avec cette espèce de culture qu'on a. Mm. Ouais, c'est vrai. Mais c'est étonnant, je sais pas trop par quoi ça s'explique d'ailleurs, parce que quand même dans l'absolu, c'est une petite ville, tu vois, c'est Ouais, pas, ouais. voilà, c'est pas grand. Mais c'est Mais vrai je pense on a pas mal de chance. qu'Annecy, elle a une situation géographique qui est marrante parce que tu as quand même Grenoble, Lyon, Genève, qui sont des grandes villes qui sont pas loin. Mm. Tu as Chambéry, qui est un peu une sœur jumelle, qui est pas loin. Et j'ai l'impression qu'il y a toute une espèce de petit microcosme tu sais, qui est un petit peu, qui s'auto-influence entre toutes ces Ouais, villes-là. ouais, c'est Moi, j'ai clair. très vite joué à Lyon. En fait, quand je commençais, on m'a très vite proposé des plans à Lyon, à Grenoble, à Genève, comme si c'était une espèce de petit pays à l'intérieur du pays, quoi. Mm. Mais après, il y a un truc qui joue, je pense, enfin, ça me vient en tête là, mais c'est que c'est quand même la région Rhône-Alpes et que c'est une région dynamique, riche, et où il y a de l'argent du coup qui va dans la culture. Et c'est vrai que Complètement, bon, ça doit aussi influencer, quoi. c'est Bref, sûr. on va peut-être arrêter de parler d'Annecy parce que les gens vont s'en foutre. Mais non, il ne faut pas s'en foutre parce que si vous tendez ses bras, venez dépenser votre argent chez nous et rendez-vous Ouais, ouais, riche, oui, encore c'est plus vrai. riche. Ouais, grave. Déjà qu'on est pas mal, mais alors là, Alors, cette vidéo de Sonia est entièrement sponsorisée par l'Office du tourisme, hein, je tiens à le dire. ce serait bien. Putain, mais tu me Ce donnes serait des pas. idées. Grave. Bon, bref. Alors, premier sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est le sujet des tournées, parce que bah, finalement, tu es un des musiciens français des guitaristes, on va dire, mais bon, musiciens plus largement, qui tournent beaucoup. Mm. Et, enfin bon, on parle Moins en ce pas de la... moment. Oui, voilà, mais bon, on va dire que on parle en temps normal, on va dire sur les 20 dernières années ou les je sais Oui, pas oui, combien de oui. dernières années. Euh, Tu fais à peu près combien de concerts à l'année et quelle proportion du temps en tournée, enfin je dis tournée ou même juste si c'est des concerts sans forcément être liés à une tournée, mais c'est quelle proportion à peu près de ton temps? Les plus grosses années que j'ai faites ces 10 dernières années, j'étais entre 150 et 200 concerts. Et une petite année, c'est au minimum 80 dates. D'accord. À savoir que ça se répartit entre tout. Il y a vraiment c'est les trois pôles dont je parlais un petit peu au début, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les concerts-concerts, pardon, donc avec les différents projets. Il y a les tournées liées à ce qu'on appelle des cliniques. En Mm. Angleterre, on dit ça beaucoup, hein. C'est souvent les sponsors qui financent une espèce de concert, mais qui est en même temps une vitrine pour le matériel. Ouais. Et souvent d'ailleurs qui est interactive. C'est-à-dire que c'est souvent ouais, des moments d'échange où les gens, entre les morceaux, te posent des questions. Et puis après, il y a l'aspect purement masterclass, mais que je range toujours dans la catégorie des concerts aussi, parce que mine de rien, tu es en public, tu as une interaction, tu joues des morceaux, donc il y a aussi quelque chose Et puis c'est les mêmes contraintes qu'une tournée de concert finalement. Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Et Voilà. du coup, justement sur ces concerts en tout genre là, c'est quoi ce que tu considérerais comme étant les points positifs et puis aussi les désavantages, parce qu'il y en a forcément. Bah, les points positifs, déjà, c'est que, enfin, en tout cas, à titre personnel, moi, ça m'a vachement ouvert culturellement. Parce que plus tu voyages, plus tu rencontres des cultures différentes, plus tu es en contact avec des lieux sur lesquels tu pourrais avoir des préjugés, puis finalement, tu découvres que ça n'a absolument rien à voir. Je Mm. te donne un exemple tout bête. J'ai tourné en Iran il y a 3 ans et je ne m'attendais vraiment pas. Tu sais, quand on se fait bien bourrer le crâne par tout ce que les médias nous font ingurgiter, on commence à y croire quelque part. Et en fait, je m'attendais quasiment à débarquer dans les années 80 dans un monde en noir et blanc, quoi. Ouais. Et,
et en fait, quand je suis arrivé là-bas, j'en ai pris vraiment plein les yeux. J'ai découvert que comment les gens étaient non seulement d'une gentillesse, mais d'une bienveillance incroyable, très cultivée, très drôle. Et c'est une des plus belles semaines que j'ai passées. Donc, déjà, une des choses que m'apportent beaucoup dans les points positifs, les tournées, c'est de balayer un petit peu tous les préjugés qu'on peut avoir en tant qu'occidental qui sait tout, qui vient d'un pays soi-disant où tout est mieux. On se rend compte d'ailleurs que c'est très bien chez nous aussi quand on voyage, parce qu'on voit aussi bah, comment, les souffrances que peuvent avoir certains peuples selon les endroits où ils sont, et puis les manques qu'ils peuvent avoir. Mais ça remet les choses en perspective. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, si tu y vas justement sans préjugés, chaque concert est différent. C'est-à-dire que les réactions à ta musique d'un pays à l'autre sont totalement différentes. Et je trouve que ça aussi, c'est vachement intéressant parce que ça t'aide à mieux comprendre la perception de ta musique. Parce que un occidental pense d'une certaine façon, un asiatique ne pense pas de la même façon face à la musique. Il ne l'appréhende pas de la même façon. Donc il y a une perception différente de la musique quand tu joues devant un public européen, ou peut-être que les gens des fois sont un petit peu plus blasés. Quand tu joues devant un public, par exemple, je me souviens que les pays de l'Est sont super enthousiastes, parce que je pense que pendant longtemps, ils ont été un petit peu frustrés et sevrés de concerts, donc il y a une espèce d'explosion. Les Asiatiques sont super analytiques, et ils se manifestent très peu pendant le morceau, et puis à la fin, tout d'un coup, ça pète. Enfin, tu vois, et ça aussi, ça fait partie des choses que je trouve géniales dans les points positifs. De recevoir aussi tu vois, ce feedback différent selon les lieux. Donc, tu sens aussi il y a des ambiances différentes, quoi. Donc, ça, c'est vachement nourrissant. Après, il y a quand même très peu de points négatifs, parce que bah, on fait ça aussi pour le plaisir de voyager, de rencontrer des gens, de découvrir des lieux. Donc, on est gâté à ce niveau-là. Après, ce qui est long, c'est les attentes. Moi, une des choses vraiment que j'ai appris à gérer avec le temps, tu vois, c'est les attentes dans les aéroports. Ça fait partie des Ouais. choses qui sont très lourdes au début. Quand on n'a pas l'habitude de tourner, on le vit vraiment comme une contrainte. Un long voyage en avion, c'est pas très fun parce que fatalement, on n'est pas des stars, donc on est en classe économique. Et moi, ça va, je fais 1m76, mais Yvan et Aurel, qui font plus d'1m80, ont plus de difficultés des fois dans l'avion. Après, voilà, il y a la fatigue aussi, parce que c'est clair que tu n'as pas de routine de te coucher à une heure fixe et de te lever à une heure fixe. Tu as tendance plutôt à te coucher tard et ensuite à te retrouver dans tu vois, mal assis, soit dans un van, un avion, un train. Donc, fatalement, tu récupères moins bien. Il y a une fatigue qui s'accumule. La plus grosse tournée qu'on a faite avec Morgul, c'était 7 semaines aux États-Unis, et on était dans une espèce de gros van avec le matériel à l'arrière, donc qui était assez confortable, mais malgré tout, tu es assis et on voyage parfois sur plusieurs milliers de kilomètres. Il nous est arrivé dans une journée de faire plus de 2000 kilomètres. Et alors ça, c'est sur un jour off, bien sûr, mais donc tu restes dans la voiture pendant presque 16 heures, quoi, et fatalement, ça te fatigue. Puis après, il y a la relation aux autres, la relation à la famille. Par exemple, moi, mes enfants me manquent plus depuis que j'ai les enfants. C'est plus dur des fois de gérer le fait d'être loin longtemps, parce que, alors, heureusement, maintenant, il y a Skype, Zoom, tout ça, et ça permet de rester en contact quand ça marche. Mais il n'y a pas toujours, il y a pas toujours cette fluidité de connexion, parce qu'avec le décalage horaire, tu peux pas toujours parler à tes enfants qui sont déjà au lit pendant que toi, tu sors de scène. Enfin bon. Ouais, ouais. Mais encore une fois, c'est des contraintes qui sont vraiment minimes par rapport aux points positifs. Moi, je vois que le positif dans tout ce qui m'est arrivé depuis ces 20 dernières années de tourner régulièrement, quoi. D'accord, cool. Euh, et du coup, quand tu tournes, en particulier quand tu prends l'avion, tu t'organises comment niveau matos, en particulier ampli? Alors, j'ai beaucoup de chance parce que je suis vraiment très gâté par l'année. Et en fait, partout où je vais, j'ai un ampli qui m'attend. Donc ça, c'est un des gros avantages de faire partie des ambassadeurs internationaux. Je ne sais pas oui, le terme, c'est ça. Après, on a fatalement, dans certains endroits où on ne peut pas avoir le matériel, on s'arrange toujours pour demander un backline minimal qui Mm. nous permet de nous tirer de toute situation. Donc ça fait partie aussi avec l'expérience tu sais un petit peu ce que tu peux demander, ce qui est trouvable. Ouais. euh,
je crois qu'il faut s'asseoir parfois. Encore une fois, hein, on n'est pas des artistes, on n'est pas des stars. Donc, il faut s'asseoir sur un certain confort et puis apprendre à s'adapter. Mm. Mais puis après, maintenant, il y a des solutions. Moi, par exemple, maintenant, j'ai une tête 300 watts, mais qui est grosse comme une PlayStation, donc qui rentre dans une valise. Je ne demande plus qu'un baffle sur place et j'ai mon confort. Et même si par hasard, il n'y avait pas de baffle, j'utilise des simulateurs de haut-parleurs. Donc, je peux demander simplement d'avoir le signal dans un retour. Et là aussi, il y a plein de solutions qui se sont créées et tournées il y a 15 ans et tournées depuis une dizaine d'années. C'est plus tout à fait les mêmes problématiques. Ouais, c'est clair. Pourquoi tu compares ça à une PlayStation? C'est une de tes références. Tu joues à la PlayStation? Je pense que ça fait référence dans l'état d'esprit des gens par rapport aux dimensions. Ok, Et ça fait partie d'un d'accord. outil du quotidien pour beaucoup de gens maintenant. Ouais, c'est vrai. Moi, je joue pas parce que je suis une personne extrêmement intelligente et je m'abaisse pas à ça, mais ouais, ça peut. Et moi, c'est pour ça que je fais jouer mes enfants un maximum, parce que je veux rester celui qui est intelligent dans la famille pendant que les deux autres s'abêtissent devant Ouais, moi. c'est stratégique, je comprends. Voilà, exactement. Ok. Et oui, je voulais te demander par rapport au studio. Euh, Mhm. Alors le studio, bon, pareil, ça a un peu changé entre il y a 20 ou 30 ans et maintenant, hein, c'est plus du tout la même chose. Mais alors, tu as enregistré pas mal d'albums avec tes différents projets. Est-ce qu'il t'est arrivé aussi de faire du studio pour d'autres gens, d'enregistrer des guitares sur des albums de différents artistes? Alors, ça fait partie des activités que je fais encore d'ailleurs. Alors, c'est vrai que la différence maintenant, c'est que je la fais, c'est une activité que je pratique à la maison. Il y a Mm. beaucoup de choses que j'enregistre. Enfin, d'ailleurs, la plupart des choses, je les enregistre à la maison. Mais pendant longtemps, oui, ça m'est arrivé quasiment au tout début de ma carrière professionnelle. En fait, j'ai été convié à enregistrer pas mal de trucs dans un studio à Lyon. Un studio qui n'existe plus malheureusement, qui était dans le quartier Gorge de Loup. Et en fait, ils avaient très peu de guitaristes qui soient. En fait, ce qui les intéressait, c'est que c'est mon côté couteau suisse. C'est-à-dire Mm. que je pouvais jouer des choses un petit peu jazzy, un petit peu blues, un petit peu virtuose. Et donc, en fait, j'ai eu beaucoup de séances chez eux parce que j'étais bah voilà, leur couteau suisse et je pouvais faire des fois dans une journée d'ailleurs plein de séances très différentes, donc c'était vachement intéressant. J'ai bossé aussi pendant un moment avec un studio à Genève qui faisait plus de la post-prod. Et là, on me demandait de faire des guitares, par exemple, sur des musiques de pub ou des choses comme ça. Et D'accord. ça, c'était vachement intéressant parce que c'était sur des spots très courts. Il fallait trouver rapidement la solution la plus efficace. Donc ça m'a beaucoup appris aussi. Les premiers albums, par exemple, le premier album de Nio, c'est un album qui a été enregistré en studio. Il y a eu les premiers albums, le troisième album de Morgul qui a été fait en studio aussi. Donc, mais c'est vrai que ça fait maintenant longtemps. La dernière fois que j'ai fait vraiment du studio pur jus, c'était pour l'album de Wax In, tu sais, ce groupe un Ouais, peu ouais. fusion que je fais avec des musiciens parisiens, où on a enregistré en live. Et en fait, au Triton, on a transformé le Triton en studio d'enregistrement live. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que ça arrive de plus en plus rarement. Mm. D'ailleurs, je le regrette parce que le fait de sortir aussi des fois de son cocon, c'est super confortable de bosser là, mais parfois tu es moins productif selon ton état d'esprit que tu ne le serais quand tu es face à des gens qui te disent, bah voilà, on a de telle heure à telle heure, il faut avoir terminé, il faut avoir fait ça, et quelque part, il y a une petite pression qui te force à être plus efficace. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vrai que moi, le peu de fois où je suis allée en studio, quand tu as un ingé son qui est là et puis que tu es avec d'autres zikos, tu fais un peu moins le malin, quoi, parce que bon, chez moi, Voilà. je peux faire 30 prises si je veux, puis au bout de 30 prises, j'ai fait le solo de l'année, enfin le solo de mon année en tout cas. Oui, oui, Mais que c'est tu as vrai que quand tu es en reconstitué. studio, ouais. Bon, après, recouper, on peut se mettre aussi des règles, tu vois, même en bossant tout seul, de se dire, bon, bah Tout à non, je fait. veux pas trop tricher. Mais ouais, non, c'est vrai que ce que tu dis là, c'est tout Et à comme fait tu dis, hein, le juste. boulot a totalement changé. Hein. C'est vraiment, ça a plus encore changé que les tournées. Parce que les tournées, malgré tout, tu restes en déplacement et tu restes dépendant des conditions sur place. En studio, maintenant, c'est totalement différent. Parce que moi, en plus, sans être encore une fois une star, j'ai suffisamment si tu veux, de background pour pouvoir dire aux gens, bah non, ça, je préfère le faire depuis la maison parce que j'ai des outils pour et que je connais Ouais, je sais ce que je peux faire avec, quoi. ouais, c'est clair. Ah oui, tiens, je crois que tu avais déjà raconté l'anecdote quelque part, mais la première fois que tu as fait du studio, c'était quand et comment ça s'est passé? Parce que ça Bah, peut être stressant quand même.
Ben, ça a été d'autant plus stressant que la première fois que j'ai fait sur studio, j'ai oublié de prendre ma guitare. Ah, c'est pas mal. Bien joué. Voilà. Je partais à ce fameux studio à Lyon et j'étais super excité, j'étais super impatient. Et en fait, j'ai chargé super vite ma bagnole et en fait, j'ai laissé la guitare sur le palier. Et Donc, comment tu t'en es heureusement, sur... sorti? Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah, heureusement, sur place, fatalement, dans les studios, tu as toujours au moins une ou deux guitares qui traînent. Donc, je me suis retrouvé avec une Strato et j'ai fait le boulot avec les moyens du bord et je m'en suis relativement pas trop mal tiré. Mais, euh, mais voilà. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé que je n'allais plus jamais stresser de ma vie et que j'allais prendre tout ça avec beaucoup plus de légèreté. Et maintenant, je me rends compte que quand je pars en tournée, il m'arrive d'oublier des choses. Mais finalement, j'apprends à faire avec moins. Et Hmm. donc, c'est comme ça que je suis arrivé d'ailleurs au point où maintenant, quand je pars en tournée, j'ai une guitare, une tête et deux pédales. J'ai ma pédale wah-wah et ma pédale volume. Et c'est tout. Ouais. Mais ça, c'est cool. Moi, je te rejoins là-dessus. Je veux pas, enfin, tu le sais un peu parce qu'on se connaît un peu en vrai. Mais le matos, je m'en fous quand même beaucoup, quoi. Mm. Et c'est vrai que j'aime bien les gens qui arrivent à se débrouiller avec peu de choses. Et du coup, parce que bon, quand même, le fond du fond, c'est la guitare, c'est de jouer, c'est de faire de la musique. Et c'est vrai que devenir absolument obsédé avec il me faut absolument tel pédale, tel truc, tel machin, moi, ça a tendance à m'agacer. Enfin, après, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont très branchés matos Ouais, et je ne suis pas en train de leur dire qu'ils ont tort. Mais c'est vrai que c'est important, en tout cas, de savoir faire avec moins, je trouve. Parce que comme tu dis, en tournée et tout ça, ça arrive tellement que bah, tu te pointes et tu n'as pas ce que tu aurais. Enfin, tu n'es pas dans les conditions optimales, quoi, clairement. c'est clair. Non, et puis tu vois, moi, par exemple, ça m'a forcé aussi à chercher des fois des solutions. Parce que bah, d'avoir tout bêtement, je sais pas moi, un canal qui lâche sur un ampli, et puis Mm. tu dois tout faire avec le bouton de volume, et tu dois tout gérer finalement avec un seul son. Quelque part, tu retrouves aussi une forme de liberté de jeu. Tu dépends moins du matériel, et puis ça m'a aussi vachement appris à savoir tirer de l'instrument ce dont j'ai besoin. Et puis ensuite, penser à ce que je peux rajouter en tant qu'effet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à l'envers, qui Mm. se disent tiens, j'ai un chorus, il faut que j'en mette partout. Tiens, j'ai un délai, je vais apprendre à faire plein de trucs avec le délai. Alors c'est génial, mais par contre, après, une fois que tu n'as pas ta pédale de délai, que tu n'as pas ta pédale de chorus, comment tu vas faire pour te tirer Ouais. d'une situation où tu les as oubliés. Enfin bref. Ouais, non, mais c'est vrai. Petit côté MacGyver de la guitare, quoi. Exactement. Ouais, non, c'est vrai. Du coup, je pensais à un truc. Toi, tu as quand même principalement tourné et tu tournes toujours avec tes propres projets, en fait. Mm. Euh, et du coup, c'est peu courant. Et les autres C'est vrai. personnes avec qui j'ai fait mes petites interviews pour le moment, il n'y en a pas pour l'instant qui étaient dans ce cas-là. Et c'est vrai que c'est vachement rare. Qu'est-ce qui explique pour toi, en fait, que tu aies réussi à faire, alors uniquement, je sais que tu as déjà joué pour d'autres gens, mais quand même, globalement, à 95% peut-être, tes propres projets. Et en fait, le fait que ça marche, au-delà du fait que tu sois une superstar et que donc les gens ont envie de venir te voir en concert, mais qu'est-ce que c'est quoi les éléments? Parce que tu fais quand même de l'instrumental, tu es dans une niche, quoi, clairement, tu es dans un truc qui est pas ce que tout le monde écoute. Grand public. Ouais, Mm. voilà, grand public. Des fois, les mots, tu vois, c'est pas ma langue maternelle, hein, on N'hésite le sait. pas hein, si tu as besoin que je finisse les phrases. Voilà. Du coup, comment ça se fait que ça marche? C'est bizarre comme question, mais comment ça se fait que ça a marché, d'après Non, toi? non, mais non seulement c'est pas bizarre comme question, mais c'est une question dont tu as donné déjà la réponse. Donc, c'est que c'est effectivement, on est dans une niche. Et je pense qu'on a eu, j'allais presque dire involontairement, un coup de génie quand on a monté Marble Ball. Parce qu'en fait, il n'y avait aucun groupe qui faisait de l'instrumental à cheval un petit peu sur plusieurs styles qu'on n'arrivait pas vraiment à classifier, parce que c'est pas vraiment du jazz, mais il y a des éléments du jazz. C'est pas métal parce qu'on n'est pas un groupe de métal, mais il y a des éléments et du son qui font penser au métal. Il y a le côté humoristique. Mm. Il y a le fait d'être en power trio, donc d'avoir vraiment un groupe qui n'est pas du tout le groupe du guitariste, mais qui est un groupe où les trois instrumentistes s'expriment à fond. Et en fait, vu qu'on a commencé ça il y a 22 ans, à une époque où c'est un circuit qui n'existait quasiment pas, en fait, on a construit nous-mêmes notre circuit quelque part avec des passionnés qui sont devenus ensuite des partenaires. Par exemple, un truc tout bête, notre tourneur américain, enfin nos tourneurs américains, c'est un frère et une sœur.
qui ont découvert Morgul Ball de façon, alors, je sais pas, par la magie du web, d'une façon ou d'une autre. Je crois que c'était à l'époque où il y avait encore MySpace. Ouais. Et qui m'ont invité à venir pendant une semaine en me disant, un peu comme nous on fait en France quand on commence, bah, on va d'abord faire des concerts autour de notre ville et on va essayer de vous faire venir pour que vous fassiez une dizaine de concerts autour de notre ville. Et finalement, en fait, en créant comme ça des espèces de circuits en partant de rien, on l'a fait un petit peu partout. On l'a fait en Russie, on l'a fait en Chine, on l'a fait donc aux États-Unis, on l'a fait en Angleterre, on a fait quand même plusieurs fois aussi des petits bouts de tournée en Angleterre. Bah, je crois que c'est ce qui a fait qu'on a créé cette espèce de circuit. Et puis, alors, fatalement, il y a aussi le fait d'avoir beaucoup tourné en masterclass avec les sponsors. Et moi, quand je suis en fait en clinique ou en masterclass, je joue la musique de Marvel Ball. Et ça a souvent ouvert des portes pour qu'on revienne ensuite avec le trio. Donc, en fait, tu vois, il y a le côté niche d'un côté qu'on a créé nous-mêmes. Maintenant, c'est très à la mode, hein, cette espèce de jazz metal, tout comme ça, mais il y avait peu de groupes à l'époque. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être, on a eu bon nez finalement de même pas calculer ça et de le faire sans se poser de questions. Et ça, voilà, on en tire les fruits maintenant rétrospectivement. Je voulais aborder aussi le sujet de la professionnalisation. Qu'est-ce que tu conseilleras à quelqu'un qui te demande qu'est-ce que je fais pour devenir guitariste professionnel? Je fais semblant. Hein. Oui, j'avais compris. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, ça me met en panique là. Bah, déjà, je pense qu'il faut accepter le fait une des rentrées d'argent, c'est d'enseigner. Mais l'enseignement, c'est pas de donner à tout le monde parce qu'il ne faut pas que ce soit juste enseigner pour se faire de l'argent. Il faut bien le faire, il faut aimer le faire. Et il ne faut pas que ce soit juste un plan B. Mais pour ceux qui aiment transmettre, c'est évidemment une source de revenus non négligeable pour pouvoir financer éventuellement des projets personnels. Je pense qu'il faut aussi rapidement, quand on est dans ce métier, avoir une vision artistique de ce qu'on veut être. Il y a des gens qui aiment accompagner, se mettre au service d'eux. Il y a des gens qui sont plutôt des compositeurs, qui ne sont pas obligatoirement des performeurs. Et puis, il y a donc ceux qui sont vraiment des bêtes de scène et qui sont faits pour monter sur scène, pour pour mettre en valeur visuellement, finalement, un projet. Donc ça, on va dire des caractéristiques assez spécifiques qu'il faut arriver à définir rapidement. Toi, par exemple, tu es un peu multicarte parce que tu as fait beaucoup de séances, tu accompagnes des gens et où tu es voilà, musicien de session live. Tu as fait du plateau télé où là, il y a plus le côté visuel et le côté un peu showman, entre guillemets. Et puis, tu commences à enseigner aussi en ligne. Et donc, voilà, c'est toutes ces petites choses-là en fait, qui vont amener de l'argent. On ne peut plus imaginer maintenant comme autrefois, qu'on va faire une carrière de musicien de studio unique, qu'on va faire une carrière perso unique. Moi, j'ai beaucoup de chance hein, parce que le fait, comme tu disais, hein, de tourner avec un projet perso, c'est devenu très rare et d'arriver à le rendre rentable. Mais c'est aussi parce que j'ai Genève à côté et que j'ai les sponsors. Donc voilà, il y a plein de... Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et je ne pense pas qu'on soit si nombreux que ça à avoir eu toutes les étoiles alignées sur autant de choses. Donc, je suis conscient du privilège. Oui, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi parce qu'il y a une vingtaine d'années, on n'était pas si nombreux que ça sur le marché. C'était des marchés qui étaient nationaux principalement, c'est-à-dire que les mecs étaient franco-français, quoi. C'est-à-dire les démonstrateurs étaient démonstrateurs en France. Et moi, j'ai eu la chance. Et je pense que c'est... Alors là, pour le compte, ce n'est pas une chance, mais c'est aussi quelque chose que j'ai développé, c'est de parler plusieurs langues. Et en France, en l'occurrence, on est très peu à parler couramment l'anglais, couramment l'allemand ou des choses comme ça. Et ça m'a ouvert énormément de portes. Donc moi, j'exhorte beaucoup mes élèves à s'ouvrir aussi aux langues étrangères et de avoir une culture suffisante pour aussi comprendre comment le monde fonctionne, savoir parler, savoir s'exprimer correctement, des notions toutes bêtes, mais de savoir-vivre, de respect, des choses comme ça. C'est des choses qui aident énormément et qui, dans ce métier, ouvrent des portes aussi. Je pense que quand tu es face à quelqu'un qui te respecte, qui te parle bien et qui n'a pas l'air d'être une guitare ou quoi que ce soit, mais qui s'intéresse à autre chose, je pense que ça change aussi la donne et ça te valorise et ça te donne l'opportunité certainement de toucher plus largement les gens.
Ok, cool. Et du coup, est-ce que tu peux parler un peu de ton nouveau projet qui est pas d'ailleurs, oui, l'album, il n'y a pas encore d'album sorti, hein, si je dis pas de bêtises. Non, non, on est en plein boulot dessus. Donc voilà, le confinement nous permet de bosser dessus. Et alors, c'est un projet qui est passionnant à plein d'égards pour moi parce que c'est un projet où je me remets à écrire des chansons, donc pas seulement de l'instrumental, parce qu'il y a une chanteuse donc dedans. C'est les mêmes musiciens que Morgulbul avec une chanteuse qui s'appelle Maggie Leuten, qui est une femme incroyable, pas seulement en tant que chanteuse, mais humainement, au niveau de la créativité, parce qu'elle compose aussi énormément. Donc on a un partenariat un petit peu, presque une relation de couple musical, et c'est génial parce que j'ai trouvé un peu, non seulement un alter ego avec lequel bosser en termes d'écriture, mais aussi artistiquement, c'est-à-dire on est vraiment sur la même longueur d'onde artistiquement. Et c'est un projet dans lequel je crois énormément parce que pour la première fois, en fait, je pense que, en tout cas dans ma conception de la musique, j'arrive à trouver vraiment quelque chose qui me satisfait de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il y a le côté écriture, il y a entendre une voix. Moi, je me suis jamais considéré comme un bon chanteur. Je sais chanter avec avec mes capacités qui sont limitées. Là, j'entends quelqu'un qui est capable de chanter les choses que j'avais en tête sans aucune limite. Et puis, il y a le plaisir aussi d'accompagner. Moi, j'ai toujours été, malgré l'image de Shredder ou quoi que ce soit, j'ai toujours été quelqu'un qui aime les accords, qui aime jouer rythmiquement. Et en fait, ça me permet vraiment de retrouver aussi ce privilège d'accompagner quelqu'un et donc d'être cheville ouvrière dans un résultat qui met plus en valeur la personne qui chante que la performance individuelle. Mm. Donc, c'est un projet auquel je crois beaucoup, que je vais porter pendant plusieurs années. J'y mets beaucoup d'énergie et qui, j'espère, va nous permettre de tourner quand le monde sera redevenu un peu normal parce que, outre le fait de tout ce que j'ai décrit avant, il y a aussi la dimension scénique. On a pu faire 4 concerts, nos 4 premiers concerts, juste avant le confinement. Et, et live, c'est vraiment un groupe qui va dépoter, quoi. Cool. Et du Je coup, l'ai bien vendu. ouais, carrément. On sent que tu as l'habitude. Ça va être le projet de la maturité de Christophe Godin. Voilà, tout à fait. Euh, À 52 ans, il était temps. Ouais, parce qu'il y en a marre de tes blagues, de tes blagues tout court et de tes morceaux blagues aussi, hein. À un moment donné, il faut commencer à faire des choses sérieuses. C'est fini tout ça maintenant, c'est Christophe Godin l'adulte. Voilà, ouais. Ouais. Si tu y crois, c'est bien. Ok, et du coup, Je voulais te féliciter en tout cas. Si je peux me permettre une petite aparté très importante. vas-y, Je trouve que tu c'est fais important. énormément de progrès en peinture depuis que tu es en Angleterre. Et les 2 toiles que tu as faites, Voilà. qui sont derrière toi, elles sont juste superbes. Je te félicite en tout cas. T'en vois pas la deuxième. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, tu Je profites passe bien du beaucoup de temps à confinement. peindre. Ouais. C'est chouette. C'est pas moi qui ai peint ça, mais j'aurais pu. Qui sait. Ok. Et du coup, t'as pas précisé l'album, il est prévu pour quand? Tu sais déjà ou pas? Pour le moment, c'est difficile parce que pour sortir un album, il y a quand même une histoire de timing. Ouais, Et le timing, il est souvent lié à un minimum de présence, qu'elle soit dans les médias ou qu'elle soit sur scène. bien sûr. Donc là, si tu veux, on préfère finalement prendre le temps de peaufiner un bel album, puisqu'on a ce luxe d'avoir beaucoup de temps devant nous, et transformer une situation pas marrante en une situation positive et productive. Donc là, c'est difficile de se prononcer sur une tournée, sur une sortie. Par contre, il y a une chose qu'on va faire assez rapidement, c'est commencer à mettre en vidéo des morceaux pour exister et faire monter le buzz d'ici là. D'accord, ouais, cool. Et du coup, tu penses que le public que tu as pour tous les projets que tu as eus, même si on remonte à Metal Cartoon, enfin, ils t'ont suivi au cours des projets, tu penses qu'ils vont te suivre encore là sur ce truc, Ah, j'en pardon, suis sur ce sûr. projet qui est quand même différent? Ouais, ouais. Mais j'en suis vraiment sûr. J'en suis sûr parce qu'il y a des éléments de toute façon qu'on va retrouver. Et, c'est pas non plus, c'est pas un contre-pied par rapport à tout ce qu'on a fait avant. Et je dis Mm. on, hein, c'est pas moi particulièrement parce que c'est vraiment un travail de groupe. C'est pas un contre-pied, je trouve que c'est vraiment une extension. Et donc il y a quelque chose qui va même, tu vois, Metal Cartoon était chanté mais par quelqu'un qui est pas chanteur. Euh, donc dans The Prize en plus on trouve l'univers instrumental aussi avec des solos, des choses comme ça. Donc les éléments sont toujours présents. Donc
Donc, ce qui est amusant, c'est que je me faisais une réflexion ce matin. C'est que souvent, quand on vieillit, on va vers des choses plus apaisées, plus calmes. Les mecs viennent du métal, se mettent à faire du blues, de l'acoustique, des choses comme ça. Et moi, je crois que c'est le projet le plus burné, le plus métal que j'ai fait depuis que je fais de la musique. Ok. Ouais, je suis curieuse parce que j'avais entendu 2, 3 trucs, mais je suis quand même bien curieuse de découvrir. Ok, alors j'ai une question de fin dont je suis très fière. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais comme... est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Ça peut être autant branché musique, pédagogie musicale ou même autre, si tu veux, à conseiller à quelqu'un qui... Bon, à conseiller tout court, en fait. Et puis un album, genre l'album, tu vois, l'album un peu de ta vie, l'album qui a changé ta vie, l'album... Enfin, tu comprends, quoi. Alors, il y a un bouquin tout particulièrement, et je suis fan d'un auteur new-yorkais qui s'appelle Paul Auster. Et il a écrit un livre qui est très différent de ce qu'il fait en général dans sa bibliographie, qui s'appelle Monsieur Vertigo. Et c'est l'histoire d'un monsieur âgé qui va faire croire enfin en tout cas, qui va essayer de convaincre un enfant qui va réussir à s'arracher à la gravité. Et en fait, le livre est tellement bien écrit que quand on est en immersion dedans, on se met à y croire et on se met à se dire qu'effectivement, ça va arriver. Et peut-être même que nous, on a cette possibilité d'y arriver aussi. Et Ok, puis, un disque, c'est super dur, ça, parce que, tu sais, moi, j'écoute 5 à 7 heures de musique par jour. Et ça, c'est vraiment difficile. Je pense que ce serait quand même le premier album de Van Halen. En plus, c'est en d'accord. résonance avec le fait qu'il est disparu il y a peu de temps. Et c'est finalement, c'est rigolo, je te parle de Monsieur Vertigo. Le premier album de Van Halen, quand je l'ai entendu, j'ai eu vraiment la sensation de quelqu'un qui s'affranchissait de toutes les contraintes musicales, de liberté, enfin, tu vois, et qui était capable de faire tout. Et malgré tout, ça reste des chansons. C'est-à-dire que ce n'est pas un album instrumental de Guitar Hero, c'est un Ouais. album de chansons. Mais dedans, il y a de la guitare pour tout le monde, quoi. Il y a du blues, il y a du shred, il y a du groove, il y a du metal, il y a tout sur ce premier album. D'accord. Alors, Et c'est c'est sûrement tu... pas très original, parce que beaucoup de guitaristes pensent ça, mais Oh, pas moi. bah non, tu le Ouais. connais pas. Si, j'ai dû l'écouter, mais tu te rappelles du nom ou pas? Van Halen, Ah c'est le oui, c'est premier juste. album. Ok, d'accord. Il est considéré comme Van Halen 1 dans la discographie, mais c'est Van Halen, tout bêtement. Comment elle s'appellera ta chaîne YouTube? Comment elle s'appelle déjà, tu veux dire? Non, non, bah alors en fait, c'est une chaîne qui a déjà démarré là. Et bah, c'est mon petit nom que j'ai sur tous les réseaux sociaux, Sonia on Guitar. Enfin, tu verras, de toute façon, tu iras jeter un œil, mais ça Ah parle oui, de bien sûr, oui, guitare et j'achète. de guitare, mais pas que. Enfin, moi, le but, c'était aussi de parler justement du métier avec des gens dont c'est le métier et pas de donner mon avis que à moi et mes expériences à moi, parce que bah, c'est qu'un seul point de vue, quoi. Et puis, parler de moi, c'est pas forcément ma passion non plus. Et donc voilà, c'est cool en tout cas que tu aies accepté parce que voilà, j'essaye de réunir un peu plein de gens qui ont des parcours différents et le tien est intéressant. Et puis les gens t'aiment bien. Tu es le guitariste préféré des Français. Donc c'est cool. Bah, moi, ça me fait très plaisir de le faire avec toi, en tout cas. Voilà. Alors, pour conclure, j'aimerais te dire, Sonia, que j'ai passé un excellent moment, On a bien ri, hein. malgré les petites contraintes, malgré les petites contraintes techniques auxquelles le fait pourtant que nous sommes en 2020, on ne devrait plus être confronté à ça. Et puis voilà, moi, je vous exhorte à aller voir toutes les autres interviews et toutes les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne Sonia on Guitar, parce que voilà, je pense que c'est une conclusion en fait où je vais parler de toi, comme ça tu vas être mal à l'aise. Je pense que tu fais partie des gens qui sont très intéressants à découvrir et humainement et musicalement. Donc voilà. Donc je suis C'est très vrai que honoré d'avoir fait partie de tes invités. bah, tu peux parce que je suis quand même une fille super sympa et que tout le monde m'aime beaucoup. Voilà. Oui, mais ta grande force, c'est d'être une fille super sympa, mais de ne jamais le montrer. Et ça, je dis chapeau. Ouais. Blague running joke un peu, hein. Ça fait Bon, 15 ans alors on que... l'enlève. Non, ça va. Non, Mais cool. ça fait un entretien décontracté comme ça. Ouais, bah c'est décontracté de toute façon.